Télésignal. Bonsoir à chacun de vous, très heureux de vous rejoindre pour le grand journal de Télésignal. Tout d'abord, les points forts de l'actualité, plusieurs cas de contestation de candidature aux prochaines législatives par devant le tribunal électoral. Parmi ces cas, celui de la première dame de la République à qui les plaignants reprochent sa nationalité américaine et l'absence de certificat de décharge. Le réseau national de défense des droits humains tire la sonnette d'alarme. Le CEP doit être vigilant dans la sélection des candidats aux prochaines législatives. Certains d'entre eux sont accusés d'enlèvement, de trafic de drogue et sont des évadés. Les élections auront lieu en Haïti cette année, contrairement aux rumeurs qui font croire que les États-Unis sont optimistes et encouragent bien sûr les Haïtiens à conserver les progrès enregistrés jusque-là dans le processus électoral. Quid du dossier Sonson La Familia après le limogeage du commissaire du gouvernement Kerson Darius Charles? D'autres changements, cette fois beaucoup plus importants, devraient être effectués au sein de l'appareil judiciaire cette semaine. Cette décision de justice était une erreur grave, soutient le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. L'accès aux soins de santé pour tous en Haïti. Défis et perspectives pour son financement, thème de la première conférence internationale sur le financement de la santé en Haïti, lancée par le ministère de la Santé publique et de la Population sous le haut patronage de la présidence et la primature. À l'étranger, mesdames, messieurs, aux États-Unis, état d'urgence à Maryland. La garde nationale doit venir en aide à stopper l'émeute à Baltimore. Suite aux obsèques de Freddie Craig, jeune afro-américain décédé durant sa garde à vue après une violente interpellation policière. Au Népal, les autorités ont annoncé que le bilan du séisme de samedi dernier pourrait s'élever à 10 000 morts. Les hôpitaux sont remplis et les morgues saturées à Katmandou. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout à l'heure. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Le tribunal électoral logeant au BED de l'Ouest 1 à Frères a entendu plusieurs cas de contestation ce mardi dans celui relatif à la première dame de la République, Sophia Saint-Rémy Martelly, candidate pour les prochaines sénatoriales partielles de 2015. Le porte-parole de Famille Lavalas, l'ancien sénateur Louis-Gérard Gilles, accompagné de l'avocat de son parti, Maître Gervais Charles, au BCED, a maintenu les accusations de double nationalité portées contre la première dame par devant les juges siégeants au tribunal électoral. Louis-Gérard Gilles au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. Il est aussi de notoriété publique. En témoigne, il est aussi de notoriété publique que Mme Sophia Saint-Rémy Martelly ne s'est jamais portée par devant l'État haïtien, adopté son pour prendre, par quoi douter, pour acquérir ce qui lui est dû, puisqu'elle est d'origine haïtienne. Je le reconnais. Jamais porté par devant l'État haïtien, adopté la nationalité haïtienne. Tous ces documents de voyage, dès l'âge de 18 ans jusqu'à hier encore, prouvent clairement que Mme Sophia Saint-Rémy Martelly est américaine et a renoncé à ce droit qu'elle a de devenir haïtienne. À ce droit qu'elle a, qu'elle avait, qu'elle n'a plus, qu'elle avait, qu'elle n'a plus, pour devenir haïtienne, pour acquérir la nationalité haïtienne. En conséquence, pour devenir candidate au Sénat de la République, Mme Sophia Saint-Rémy Martelly devrait renoncer d'abord à sa nationalité américaine. Rappelons que c'est l'avocat et conseiller du chef de l'État, Maître Grégory Maillard-Paul, qui assure la défense de la première dame, Sophia Saint-Rémy Martelly, dont la candidature au sénatorial de 2015 est contestée. En attendant le verdict du tribunal électoral sur la question de la double nationalité de la première dame de la République, candidate au Sénat pour l'Ouest, il faut retenir que la possibilité que Sophia Saint-Rémy Martelly ait renoncé à sa nationalité américaine existe. Ce renoncement est bel et bien possible à tout citoyen américain, informe le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, mais précise Carl Adam, le fait pour un Américain de renoncer à sa citoyenneté relève du privé. Carl Adam répondait à Michel Aduy. C'est possible, nous n'encourageons pas à la renonciation de la citoyenneté américaine, mais c'est possible. Il y a un processus, on peut le faire même à l'ambassade ici en Haïti. Mais c'est une question classifiée, c'est-à-dire ça concerne la vie privée. On ne parle pas d'un cas spécifique, mais en général, c'est possible. On peut faire à n'importe quelle ambassade partout dans le monde. On peut renoncer, peu importe l'âge du citoyen qui détenait cette nationalité-là. Bon, je ne suis pas expert dans les règles, mais en général, on peut les renoncer. C'est possible. Il y a un processus, ça prend du temps, ça prend un peu d'argent. Encore, nous ne voulons pas encourager ce processus, mais en général, c'est bien possible. Restons dans le chapitre de contestation de candidats aux législatives de 2015. L'un des aspirants députés de la commune de Petit-Goâve, Bénèche Martial, contesté pour cause de non-appartenance à la ville qu'il compte représenter à la 50e législature, s'en prend à ses contestataires et demande à ses partisans de ne pas se laisser importuner. Tout en rejetant les accusations portées contre lui, Bénèche Martial affirme que la vérité triomphera dans ce dossier. On l'écoute. Bon, il faut que nous disions que les motifs ont été avancés, pas de camper sur rien. C'est des motifs qui disent que nous ne sommes pas dans la commune, c'est des motifs qui disent par exemple que nous qui connaissent. Donc, les gens qui ont fait contestation, pas même qu'à venir, puisque n'y a pas de pièces pour prouver ça au dire. Mais le cabinet de février qui était accompagné nous et d'autres avocats, nous avons une batterie d'avocats qui bien défendent la cause. Et nous devons comprendre que c'est des manœuvres qui ont fait de toutes pièces, puisque dimanche, dans une démonstration de force population de Petit-Goâve, ça a inquiété force fait noire. Et nous disons
fois ça, il y a privé briller sous phosphore noir quand même. Il n'y a pas besoin de battre corps, il n'y a pas besoin de faire vieille stratégie ça. Et demander des populations, puis ils été vigilants pendant qu'ils ont veillé en bas. Et dit qu'ils ont été tête frette pour accompagner les changements qui parlent que le docteur Marcel Bonesh. Le tribunal électoral a bien pour le décider dans 24 heures qui venir, mais le cabinet d'avocats qui t'accompagne nous, et là où tu avancé thèse là, puisque le parti qui t'accuse nous n'a pas de venir, pas d'argument, ils prennent ça dans le langage technique là, en congé par défaut. Maintenant, ça veut dire que ils pas venir, constater qu'ils pas venir, mais et nous-mêmes, nous avons toutes pièces, Jean la loi mandé que nous avons redéposé encore pour nous certifier que nous suivons toute procédure loi électorale la tracée qui fait jeudi nos candidats à la députation pour la commune de Tigouave et nous disons ensemble avec toute la population de Valfort. Le Parlement haïtien n'est pas en mesure de donner décharge aux anciens comptables de deniers publics. Vu sa situation actuelle, selon le coordonnateur départemental ouest de l'OPL, Hervé Saint-Ilus, mettant en avant l'absence d'une commission bicamérale régissant aux allégations selon lesquelles le président de la République nourrit l'idée d'accorder des charges à d'anciens hauts fonctionnaires de l'État. Hervé Saint-Ilus lance une mise en garde au chef de l'État contre toute tentative visant à octroyer des charges aux anciens ordonnateurs de l'État, soulignant que cela ne relève pas de la compétence du président de la République. Hervé Saint-Ilus intervenait ce mardi lors d'une conférence de presse au micro de Rusté Antoine et Yvan Saïd. Mon homme qui était ministre, ou était premier ministre, ou était directeur général, dans le niveau ça, je ne sais pas quoi, il y a une possibilité dans le niveau parlement pour oser parler de décharge parce qu'il n'y a pas existé commission bicamérale et surtout, la Chambre des députés n'est plus, le Sénat amputé de 2 tiers, pas de possibilité pour bailler des charges à quiconque. Dans le niveau présidence là, nous pas capable dire grand chose, mais nous avons toujours exhorté le président républicain pour ne pas rentrer dans la logique ça. Il n'est pas bon pour lui, il n'est pas bon pour le pays et il n'est pas bon tout pour ensemble de monde si la présidence a décidé de bailler des charges à quiconque. Nous exhorter la présidence particulièrement pour ne pas rentrer dans la question. D'un autre côté, le coordonnateur départemental ouest de l'OPL dénonce les mauvais traitements dont sont l'objet certains candidats désireux de retirer leur déclaration définitive d'impôt à la DGI. Une situation due, selon les explications de Hervé Saint-Ilus, à l'appartenance politique des candidats. Écoutons sa déclaration. Candidat qui est intéressé à faire devoir dans la question déclaration définitive d'impôt, eh bien, gagner certaines DGI dans le département de l'Ouest là, certains employés, le fait que yo lié à un tel parti politique, eh bien, que de candidats leur arrivé devant eux, yo traité yo mal et yo taxé yo au-delà. Nous connaissons la DGI est une seule et le tadoué indivisible. Ça veut dire le central là, bayon mot d'ordre, il est supposé respecter sur tout territoire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons demandé à la direction générale DGI pour fournir, j'ai gardé dans la question ça, parce que ce n'est pas normal, j'ai traité certains candidats qui, dans de structures politiques, le fait que certains employés liés à deux structures politiques, eh bien, ils ont traité certains employés ça au mal. Nous dit, ce n'est pas normal, Haïti, c'est pour nous toutes, la DGI jouette pour vous parce que nous pas d'accord pour que employé qui a travaillé dans l'institution de l'État, qui là, qui t'a supposé bailler tout le monde service, eh bien, il prend position ou bien il prend canne. Contrairement aux rumeurs persistantes qui prédisent que les élections n'auront pas lieu cette année en Haïti, comme annoncé par le Conseil électoral provisoire, les États-Unis d'Amérique se disent optimistes. Le processus électoral progresse au fur et à mesure, constate le porte-parole de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. L'administration Obama a même déjà apporté 15 millions de dollars en appui au processus qui devrait coûter un peu plus de 60 millions de dollars, souligne Karl Adam, qui encourage les Haïtiens à prioriser les progrès réalisés jusque-là, au lieu de tenir compte des critiques. Karl Adam répondait aux questions de Michel Aduy. Je suis optimiste. Les élections, on va le faire. On va faire les élections cette année. Nous avons un calendrier. Le CIP est en marche. Nous avons déjà beaucoup de candidats aux législatives. Donc, petit à petit, le processus, pas à pas, on arrive, non? Il y a toujours les rumeurs, il y a toujours les critiques, mais on peut voir les bons progrès. Et nous encourageons tous les Haïtiens à continuer avec ces progrès.
Côté finance, vous avez déjà apporté un support, un soutien à ce processus? Oui, bien sûr. Les élections sont importantes. C'est une décision clé et pour cette raison, nous avons consacré 15 millions de dollars américains aux élections haïtiennes. Bon, c'est beaucoup d'argent, mais ça reflète l'importance pour nous en tant qu'amis, l'importance des élections ici en Haïti. Comme annoncé en titre, mesdames, messieurs, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, révèle que parmi les candidats inscrits aux prochaines législatives de 2015, plusieurs ont des démêlés avec la justice haïtienne. Certains d'entre eux sont impliqués dans des actes d'enlèvement et de trafic illicite de la drogue, indique Marie-Yolène Gilles, responsable de programme au RNDDH, qui exhorte le Conseil électoral provisoire à appliquer scrupuleusement le décret électoral, question de crédibiliser le processus électoral. Marie-Yolène Gilles au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David-François. Tout affaire qui passe dans le tribunal électoral là, est important pour RNDDH pour pas faire particularité. C'est pour ça que nous disons, nous exigeons l'application du décret électoral. Depuis le décret électoral là, il est appliqué, tout le monde a joué une satisfaction parce qu'après c'est la loi qui sanctionne. Je dis nous en passant. Je dis à là, nous avons une situation qui est extrêmement complexe et difficile. Il y a des gens qui portent au candidat là, ils ont une ordonnance de renvoi. Il y a des gens qui portent au candidat là, c'est la prison qui a été sauvée. Il y a des gens qui portent au candidat là, c'est des gens qui ont trafic de drogue, qui ont enlèvement, et qui ont escroquerie, qui ont dossier pendu devant la justice. Donc nous-mêmes, nous sommes vigilants, nous savons que nous tout dossier est important pour nous, nous ne pas prioriser une pour l'autre. Ça, nous prioriser, c'est l'application. Nous sommes vigilants pour décret loi électorale à appliquer. Est-ce que mon rapport est déjà préparé sur le travail, nous vigilants et nous faisons ça capable. Et KEP a propos décidé, c'est pièce fait déposer, puis chaque parti vient soutenir l'accusation qui est très bien. Bon, bien sûr, nous, elle est difficile pour tout le monde, mais tout le monde est là pour nous, si au moins nous sommes capables dans le conseil électoral. Le conseil électoral, là, je dis là, tout projecteur, c'est sur nous. Et nous espérons, je n'ai pas dit, qu'on a répété, que nous appliquons les lois électorales pour capable rassurer la population qui paraît déterminée pour la participer à l'élection. Quid du dossier Samson La Familia? Après le limogeage du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Carson Darius Charles, que le ministre de la Justice reproche d'avoir mal représenté le ministère public lors de l'audience du 17 avril dernier, d'autres changements, cette fois beaucoup plus importants, devraient être effectués au sein de l'appareil judiciaire. Cette semaine, la libération de Rodli Etea et Ronel Nelfort, accusés de kidnapping et de trafic de drogue, qui continuent ainsi de susciter des critiques. Cette décision de justice était une erreur grave, soutient le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Erreur que les autorités compétentes haïtiennes devraient corriger rapidement pour éviter de semer le doute face au système judiciaire haïtien, exhorte Karl Adam, qui souligne par ailleurs que cette décision judiciaire s'oppose aux efforts consentis conjointement par la DIA et la PNH pour combattre le trafic de drogue transitant par Haïti. Karl Adam répondait aux questions de Michel Alussuvé. Nous sommes préoccupés avec cette décision. Nous avons parlé avec beaucoup d'experts pour constater que c'était une erreur grave dans le processus et ça sème le doute dans le système, dans le processus et surtout à l'impartialité judiciaire. Nous avons diffusé par communiqué de presse, bon, par vous et par les autres médias haïtiens, pour parler de ces problèmes, mais en fait, ça c'est notre opinion. Nous voulons que les Haïtiens ils peuvent gérer la situation. C'est maintenant la responsabilité des autorités haïtiennes à faire le nécessaire. Lorsque vous dites que vous êtes préoccupé, généralement, quand les États-Unis se disent préoccupés par une situation qui se passe chez nous, on sait que nous allons nous attendre à des mesures urgentes pour résoudre le problème. Qu'est-ce que votre pays souhaiterait précisément dans le cadre du dossier Samson La Familia? Donc, nous avons constaté l'erreur, mais ce qu'on doit faire pour le régler, c'est une question haïtienne. Donc, on doit respecter les processus et les autorités responsables doivent mener la situation pour résoudre la situation, pour régler cette erreur.
Donc, quand vous dites erreur, c'est erreur judiciaire, erreur technique ou... Bon, je ne suis pas expert dans les cas exactement, mais c'est nécessaire que les responsables, les autorités, elles peuvent faire quelque chose pour résoudre la situation. Parce que selon tous les experts, nous avons consulté avec les autres membres d'État de Core Group. Nous avons exprimé exactement notre opinion. Mais en ce qui concerne le détail, comment et quand, bon, c'est une affaire haïtienne. Pourquoi réagir sur la libération de ces deux individus précisément et pas sur ces prisonniers qui ont été graciés par le président Martelly au début de l'année et qui, selon les organisations de défense de droits humains, certains d'entre eux étaient très dangereux pour être remis en liberté? Nous comprenons qu'il s'agit de deux cas et deux processus différents. Le président a le droit à faire les gracier aux prisonniers. Je crois que c'est selon la Constitution. Mais ce que nous avons constaté au sein du processus qui concerne les deux libérés la semaine passée, c'était une erreur. Ce n'était pas un droit, c'était une erreur. Donc, c'est ça la raison pour laquelle nous avons réagi. Mais aussi, donc, nous travaillons en collaboration étroite avec la police nationale, surtout la BLTS, pour freiner le trafic de drogue. Haïti, bon, c'est un pays partenaire, c'est un pays ami. Et nous travaillons main en main avec les autorités haïtiennes pour freiner, pour contrôler, pour arrêter le trafic de drogue qui passe par Haïti. Donc, nous voulons continuer à maintenir cette collaboration. On va parler santé à présent. L'accès aux soins de santé pour tous en Haïti, défis et perspectives pour son financement. C'est autour de ce thème qu'a été lancé ce mardi à Pétionville la première conférence internationale de 2 jours sur le financement de la santé en Haïti à l'initiative du ministère de la Santé publique et de la Population sous le haut patronage de la présidence et de la primature. Dans son intervention lors du lancement de cette conférence, le Premier ministre Evans Paul a fait ressortir l'importance de la santé pour chaque citoyen. La première dame de la République, Sophia Martelly, également présente à la première journée de la conférence internationale sur le financement de la santé en Haïti, dit croire important d'établir une stratégie de financement de la santé dans le pays. Tour à tour, les propos du Premier ministre Evans Paul et de la première dame Sophia Martelly au micro de Michi Alexis et Fézé Mathieu. Le gouvernement de la République a réalisé durant les dernières années certains progrès dans les infrastructures et la gestion des services de santé. Au nombre des projets d'infrastructures réalisés par le gouvernement, nous comptons la réhabilitation et la construction d'au moins 16 hôpitaux et 47 centres de santé. Au-delà des immeubles, l'amélioration stratégique des services de santé ont permis la réduction du taux de mortalité maternelle à 350 pour 1000 naissances vivantes. Depuis 2011, je circule à travers tout le pays et constate les défis auxquels fait face la grande majorité des familles haïtiennes. Et j'ai tout de suite compris que la santé est un facteur sans lequel aucun développement durable n'est possible. Parler financement nous ramène à réfléchir sur 2 concepts clés, l'accès et l'efficacité des soins. Ces 2 axes fondamentaux constituent la charpente de tout système de santé qui se donne comme vocation d'être équitable et universel. La ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, a mis l'accent sur l'élaboration d'une politique nationale de santé dont l'application s'étendra sur une durée de 25 ans. Cette politique devra prioriser le renforcement des soins et des services de santé de base
ainsi que la gestion des ressources naturelles et humaines. Elle a expliqué que le financement de la santé doit passer entre autres par la mobilisation des ressources, la mutualisation des risques. La ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Je me permets de rappeler l'alignement de notre Constitution et de notre politique nationale de santé. Une politique nationale de santé avec une vision sur 25 ans et un plan directeur 2012-2022, donc de 10 ans. Ces deux documents ont été conçus en regard des principes d'universalité, de globalité et d'équité, tout en faisant mention de certaines valeurs ou encore de certaines convictions, à savoir le droit à la santé, le droit à la vie, la solidarité, la participation citoyenne et l'efficience, lesquels devront nous guider, nous diriger et régir sur tous nos choix stratégiques, même des fois très difficiles. C'est en vertu de ces principes que le ministère de la Santé publique, avec le support de tous ses partenaires, aussi bien techniques que financiers, et aujourd'hui, publiquement, je les en remercie très sincèrement. Je disais donc que le ministère de la Santé publique aujourd'hui est passé à une étape opérationnelle en redéfinissant le modèle de soins de santé et en redéfinissant également le paquet essentiel de services à fournir pour tendre progressivement. Le gouvernement haïtien et la société civile doivent comprendre que la santé est un investissement indispensable au développement, a souligné pour sa part le représentant de l'USAID en Haïti, John Guark. Pour sa part, le représentant de l'OPS-OMS, Francisco Becerra, a abondé dans le même sens. Il a fait remarquer que le progrès d'un pays passe nécessairement par l'accès universel à des soins de santé de qualité, tour à tour, les précisions de John Guark et Francisco Becerra. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tout d'accord pour affirmer que seule une population en bonne santé peut contribuer au développement économique de son pays. À partir de ce constat, il nous semble évident que les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile se doivent d'envisager la santé comme un véritable investissement ayant pour objectif d'engager les citoyens dans la lutte pour le développement économique et social d'Haïti. Il faut assurer un financement adéquat et durable, avec une dépense en 2012 de 10% sur le PIB, mais qui était composée en plus de 63% pour des fonds externes et 29% pour les ménages. La question de la durabilité et de l'équité de financement se pose en plein fou. Il faudra, par ailleurs, que ces financements soutiennent les efforts prioritaires du gouvernement avant ceux des partenaires. En vue d'exiger des autorités haïtiennes que le salaire de base des ouvriers du secteur textile soit fixé à 500 gourdes et réclamer du même coup de meilleures conditions de travail pour les employés de ce secteur. La plateforme des syndicats des usines textiles projette de manifester le 1er mai prochain à Port-au-Prince à l'occasion de la fête du travail. Cette marche partira devant les locaux de la Société nationale des parcs industriels sur la route de l'aéroport pour aboutir au Champ de Mars, où les organisateurs en profiteront pour dénoncer la foire gastro-artisanale que le gouvernement organisera au Champ de Mars à l'occasion de la fête du travail et de l'agriculture. Télémac Pierre est le porte-parole de la plateforme syndicale des usines textiles. Écoutons sa déclaration au micro de Roesti Antoine et Yvan Seyid. C'est pour nous exiger plus bonnes conditions de travail, un salaire minimum qui est fixé à 500 gouttes et salaire minimum ça il doit être rétroactif à partir du 1er octobre 2012 parce que 7 mois déjà depuis nous avons gagné un ajustement salaire que nous pas gagné.
et nous exiger réintégration tout membre comité exécutif Sinotag qui est évoqué dans le GMC arbitrairement et illégalement et nous dénoncer tout et ingérence que patron participant fait chaque jour qui passe dans le syndicat. Le problème que nous-mêmes nous gagnons dans la question foi que vous avez organisé, nous dit premier mai c'est jour pas ouvrier au lié. C'est pas jour ni bourgeois ni patron réactionnaire pour faire célébration ou bien à faire fête. Mais c'est un jour pour nous-mêmes nous commémorer, pour nous dire, c'est un jour que ensemble de monde te bataille pour gagner 8 heures de temps de travail. Parce que vous te travail 16 heures de temps par jour. Vous te travail 15 heures de temps par jour. Vous te bataille pour gagner 8 heures de temps avec plus bonnes conditions de travail, avec liberté syndicale, liberté droit pour organiser. Vous te bataille. C'est un jour pour nous réfléchir, pour nous songer. Bataille que sans cette nous avons mené pour nous gagner 8 de temps, mais pour nous batailler tout pour améliorer les conditions de travail. Parlons éducation à présent. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens, UPEP, condamne énergiquement les mots d'ordre de grève en série observés par des organisations syndicales d'enseignants sur tout le territoire national en faveur de meilleures conditions de travail. L'UPEP appelle les syndicats d'enseignants promoteurs d'un mouvement de grève à penser à l'avenir des écoliers qui, dans quelques mois, subiront les examens d'État. Dodson Saint-Martin, membre de l'UPEP, exhorte les responsables du ministère de l'Éducation nationale à honorer leurs engagements vis-à-vis des enseignants. Dodson Saint-Martin était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. l'UPEP constate pour nous, grève dans l'école publique est tourné en jouet pour chaque groupe syndicat et ses forces sous deux élèves. Malgré pas été en pile jour examen pour examen officiel arrivé. Ils ne peuvent pas comprendre comment deux groupes syndicats enseignants, au lieu de mettre tête ensemble pour forcer le gouvernement à payer les professeurs et nommer ça au cap de travail sans la nomination, ils ont plutôt shooté l'un sur l'autre comme si y'en plus bon passer l'autre. Ils ne peuvent pas de problème avec les revendications des professeurs, mais chaque semaine, pas de grève dans l'école publique, alors que examen 9e année fondamentale, toujours qu'un pour 22, arrivé 24 juin 2015, et puis examen philo, sorti 29 juin pour arriver 3 juin 2015. Là. Dans ce sens, il ne peut pas demander des responsables du ministère de l'Éducation nationale, respecter les promesses que fait enseignants. Dans le cadre de la campagne de l'éducation civique et aux valeurs citoyennes lancée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, des sports et de l'action civique sous le thème Kimbetetou, 2 concours seront organisés. L'important sur musique et concerne des jeunes de 14 à 20 ans. L'autre relatif à la littérature et cible les élèves de la 3e secondaire à la classe terminale. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la jeunesse et des sports ont prolongé jusqu'au 8 mai prochain la période d'inscription pour les intéressés. Ces 2 concours ont comme objectif notamment de contribuer à combattre la violence en milieu scolaire et à encourager chez les écoliers la pratique de la lecture dans les 2 langues officielles du pays. D'autant que plusieurs artistes d'Ambiaïsi et Jean-Jean Roosevelt ont rejoint les 2 ministères dans cette initiative. Écoutons à ce sujet le directeur de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Joseph Job Maurice, et le chanteur Roosevelt Sayandi BIC au micro de Michi Alexis et Max Joseph. C'est à partir de constat qui était fait ces jours-ci de effritement valeur qui fait que le ministère de l'Éducation nationale, ensemble avec le ministère Sport, a lancé l'activité. Et Timoun a gagné jusqu'au 8 mai pour soumettre texte. C'est 30 avril, nous avons dit pour soumettre texte. Mais nous avons tiré à longe et avons gagné de l'autre activité qui accompagnait et concours littéraire. Ça, côté 29 mai, c'est date phare qui a commémoré toute activité qui rentre dans le cadre de la campagne d'éducation civique. Là. Nous lançons un concours qui sous thème concours Kimbetetou. Donc, un monde qui est intéressé, qui ça bagalaye, sur n'importe quelle école, ou bien un groupe organisé, là, on parle de groupe organisé, on a parlé par exemple, ou un Mej, ou un Kiro, ou un Scout, etc. Premier principe là, on met en 3. Nous assurons que n'importe l'école ou bien groupe organisé qui veut participer dans le concours, il faut qu'il y ait minimum 3 personnes. Pour qui ça 3 personnes? C'est souci pour apprendre si nous réfléchir ensemble. Apprendre à réfléchir ensemble, apprendre à poser des problèmes ensemble pour discuter d'abord, pour nous convaincre tête nous ensemble et apprendre à réussir ensemble.
Donc, parce que ce n'est pas ou là, moi, n'a goumé, mais c'est mettez-nous ensemble. Donc, ça fait que minimalement, il faut qu'il y ait 3 mois. Qui ça nous fait maintenant? Là, nous faisons 3 mois. Si on écrit texte sous thème qui est toi, il est capable soit prendre un téléphone, il chanter texte à son voice note, il chanter texte à cappella ou bien l'agent d'agent senti là les gens capable, il enregistrer sur téléphone et la déposer sur un site qui c'est www.kimbetete.ht. www.kimbetete.ht. Bon côté le sur site ça, là bon côté pour le déposer et musique là. Autre point, des personnalités de la presse haïtienne décorées pour leur prouesse dans le secteur durant les 15 dernières années et plus au cours d'une cérémonie de remise de distinction organisée hier à Pétionville à l'initiative de l'école de journalisme Maurice Communication. Entre autres personnalités, a reçu des marques d'honneur des patrons de presse dont le PDG de Radio Télésignal Mario Vio, Hérol Jean-François de Radio Ibo, Jacques Samper de Radio Télé-Antilles, des éditorialistes dont Jean-Claude Chéry, des journalistes seniors dont Anthony Pascal Di Campefilo de Radio Télé-Guidin, Valérie Numa de Radio Vision 2000, Tamara Orion de Signal FM, Chilov Perrin de Radio Télé-Caraïbes. Il s'agit d'une démarche visant à mettre en valeur le travail de ces personnalités dans la presse haïtienne, nous dit Jean-Benito Maurice, le directeur de Maurice Communication, au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Il y a quelques années, j'ai dû faire un triste constat. Les anciens s'évaporent, les modèles sont cachés, ceux qui nous ont devancés s'éteignent en un instant et s'en vont avec une richesse. Cette richesse, c'est leur expérience. L'expérience, mesdames, messieurs, n'a pas de prix. En communication, comme dans tous les domaines de la vie, il nous faut des modèles. Nous voulons voir ces hommes et ces femmes qui ont emprunté la route avant nous. Nous avons besoin de reconnaître. L'autre a dit un jour que la reconnaissance est une lâcheté. Et à force de répéter cette sottise, nous finissons par la croire. Nous, à Maurice Communication, nous préférons nous accrocher à un autre slogan. Nous paraphrasons Jean-Baptiste Massieu qui eut à dire que la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. L'historien Michel Soukar, présent lors de cette activité, a invité les journalistes à produire un travail professionnel et à être des amis de la vérité dans le cadre de leur travail, ce qui leur procura la paix d'esprit, a-t-il dit. De son côté, le professeur et éditorialiste Jean-Claude Deschéry, qui a passé plus d'une dizaine d'années dans le domaine, a appelé les travailleurs de la presse à jouer leur partition dans la reconstruction de la société à travers leur micro. Suivez tour à tour les déclarations de l'historien Michel Soukar et le professeur Jean-Claude Deschéry au micro de Johnny Saint-Ilus et Jasmin Denis. Il ne s'agissait pas seulement de métier, il s'agissait d'une cause. Et le meilleur moyen de défendre cette cause, c'était ce métier. Parce qu'il y a une noblesse dans le métier de journaliste. Quelle est cette noblesse? C'est la recherche de la vérité. Personne ne peut vivre, personne ne peut dormir en paix dans le mensonge. Il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Et la seule façon, c'est que chaque matin, vous pouvez vous regarder dans une glace et vous sentir en harmonie avec ce que vous voyez dans ce miroir. Il faut que demain, vous pouvez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que j'ai réussi ma vie, pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai cru dans des principes qui représentaient une cause et j'ai défendu cette cause jusqu'au bout. Mais je voudrais que les micros, j'ai passé tout récemment ma plus longue expérience, j'ai fait même meilleurs à Radio Métropole bien sûr, mais ma plus longue expérience, pendant plus de 17 ans, j'ai publié des chroniques, j'ai diffusé des chroniques, la chronique de la fin de temps, la chronique d'une fin de siècle sur Caraïbes FM. Et j'ai eu à écrire beaucoup de chroniques sur la refondation de l'État. Je voudrais que le micro, certes, on parle beaucoup de la liberté de la presse,
Certes, c'est très important, cette liberté nous a permis de dire beaucoup de choses, et des droits de l'homme, de la démocratie, mais il faut que les micros servent à la refondation de cet État d'Haïti, que ces micros servent au remembrement moral de la société pour que ce corps social archi-dégénérescent redevienne une société comme ça a été le cas dans le temps. Merci. L'actualité à l'étranger à présent, au Népal, les autorités ont avancé un nouveau bilan d'au moins 4310 morts et de plus de 8000 blessés, selon le Premier ministre qui dit que le défi est de taille pour son pays. Le bilan pourrait s'élever à 10 000 morts. Les hôpitaux sont remplis, les morgues saturées après le séisme le plus violent depuis 80 ans qui a dévasté la capitale Katmandou. Reportage Euronews. Combien sont-ils à avoir péri à cause du puissant tremblement de terre de samedi? Plus de 4000 selon un nouveau bilan fourni ce lundi en fin de journée par le ministère de l'Intérieur. Plus de 7500 personnes ont été blessées et des milliers d'autres ont perdu leur maison. Les équipes de secours s'activaient. Ces sauveteurs turcs ont retrouvé un survivant dans les décombres d'un immeuble à Katmandou, la capitale. Bravo. Ici, l'armée népalaise a récupéré le corps d'une fille de 12 ans dans les décombres d'un bâtiment qui abritait une dizaine de personnes. Ils ont pu tous s'échapper lors du séisme, sauf la jeune fille. L'épicentre du tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter était situé à environ 80 km au nord-ouest de Katmandou. Les nombreuses répliques ont effrayé les survivants, déjà choqués par la catastrophe et par la perte de leurs proches. Alors que le nombre de morts ne s'élevait pas encore à plus de 4000, Harry Kumar de l'ONG GeoHazards International indiquait que le bilan des victimes allait fortement s'alourdir. La vallée de Katmandou est comme une région de sol très sableux où le tremblement de terre est amplifié, expliquait-il. Aussi, le nombre de morts annoncé est très bas vu la puissance du séisme. Nous allons découvrir d'autres morts dans les jours à venir. Le séisme de samedi est le plus meurtrier depuis 80 ans au Népal. Selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU, près d'1 million d'enfants sont touchés par cette catastrophe et ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Dernier rappel des titres de l'actualité. Plusieurs cas de contestation de candidature aux prochaines législatives par devant le tribunal électoral. Parmi ces cas, celui de la première dame de la République à qui les plaignants reprochent sa nationalité américaine et l'absence de certificat de décharge. Le réseau national de défense des droits humains tire la sonnette d'alarme. Le CEP doit être vigilant dans la sélection des candidats aux prochaines législatives. Certains d'entre eux sont accusés d'enlèvement, de trafic de drogue et sont des évadés. Les élections auront lieu en Haïti cette année, contrairement aux rumeurs qui font croire le contraire. Les États-Unis sont optimistes et encouragent les Haïtiens à conserver les progrès enregistrés jusque-là dans le processus électoral. Quid du dossier Sanson La Familia? Après le limogeage du commissaire du gouvernement Carson Darius Charles, d'autres changements, cette fois beaucoup plus importants, devraient être effectués au sein de l'appareil judiciaire cette semaine. Cette décision de justice était une erreur grave, soutient le porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. L'accès aux soins de santé pour tous en Haïti, défis et perspectives pour son financement, thème de la première conférence internationale sur le financement de la santé en Haïti, lancée par le ministère de la Santé publique et de la Population sous le haut patronage de la présidence et la primature. À l'étranger, aux États-Unis, état d'urgence à Maryland, la garde nationale doit venir en aide à stopper l'émeute à Baltimore suite aux obsèques de Freddie Craig, jeune afro-américain décédé durant sa garde à vue après une violente interpellation policière. Au Népal, les autorités ont annoncé que le bilan du séisme de samedi dernier pourrait s'élever à 10 000 morts. Les hôpitaux sont remplis et les morgues saturées à Katmandou. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.